Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission où l'on débat chaque jour en direct de l'actualité la plus brillante avec nos 4 invités. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la droite et au remous qu'a créé les positions de Sens commun, ce mouvement qui appartient aux Républicains et qui a donné le sentiment, à tort ou à raison, de tendre la main au Front National. Était-ce une faute, une erreur de stratégie ou même une erreur d'idéologie? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi de l'avenir des allocations familiales. Il y a un grand débat en ce moment pour savoir si elles doivent rester universelles ou bien s'il faut les réserver aux familles les plus défavorisées. Ce serait un changement de doctrine, mais il y en avait déjà eu en 2015. Est-ce que ça va continuer? Et puis, toujours dans les sujets de société, l'égalité homme-femme, jusqu'où doit-elle aller? Marlène Schiappa et Muriel Pénicaud, que vous voyez à l'antenne, ont proposé dans un guide pour l'égalité homme-femme dans les PME d'installer l'écriture inclusive. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée? Et puis, nous commencerons par parler de Richard Ferrand, le député chef du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, à la suite de la décision du parquet de Rennes de classer sans suite les poursuites qui auraient pu être lancées contre lui. Nous allons parler de tous ces sujets avec François-Xavier Bellamy. Bonsoir, soyez le bienvenu dans Point de vue. Vous êtes maire adjoint de Versailles, professeur de philosophie. Votre dernier livre, À la jeunesse, est publié chez Livrio. Et vous avez aussi publié un article remarqué sur le Figaro Vox sur la PMA pour toutes, qui était sous-titré « Dernière frontière avant le transhumanisme ». Bonsoir Éric Decouty, vous êtes directeur délégué de la rédaction de Marianne. Votre magazine s'intéresse cette semaine aux malades et à leurs difficultés. On va voir à l'antenne la couverture de Marianne parue aujourd'hui, La révolte des malades. Et vous nous parlez également de la vigilance, de la violence. Ah oui, alors non, le débat passionnant. Voilà, du débat autour de la violence. Est-ce que la violence peut tout justifier en politique? Badiou en frais, ça vaut le détour. Absolument. Et à ceux qui s'intéressent à ça, je vous renvoie au grand jury de dimanche sur RTL, LCI et Le Figaro, où nous inviterons Jean-Luc Mélenchon. Vous avez compris pourquoi je faisais cet incident, peut-être. Bonsoir Benjamin Grange. Bonsoir. Vous êtes le président de Dentsu Consulting. L'expertise de votre cabinet, c'est l'influence, stratégie d'influence, l'irréputation des entreprises sur Internet, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et Karl Meus, bonjour. Bonjour. Karl, vous êtes le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine et vous signez le dossier de couverture de cette semaine du FIGMAC sur la nouvelle vie des politiques. Vous vous êtes intéressé à tous ces gens qui ont tourné la page pour toujours ou pour quelque temps, ça dépend des fois, et qui sont Ils ont du mal à le reconnaître que c'est pour toujours. Voilà, et qui sont partis vers d'autres horizons, en particulier professionnels. Je vous propose de nous intéresser, pour commencer, à Richard Ferrand. Le procureur de la République de Brest a publié il y a quelques minutes un communiqué expliquant qu'il n'y aurait pas de suite aux poursuites contre Richard Ferrand. Je vous rappelle en deux minutes le dossier. Richard Ferrand, directeur général des Mutuelles de Bretagne, avait installé des bureaux de sa société dans un immeuble acquis par sa compagne. Y avait-il abus de confiance? Non, a dit le parquet. Y a-t-il eu escroquerie? Non, a dit le parquet. Y a-t-il eu prise illégale d'intérêt, dans la mesure où une mutuelle, même si c'est une entreprise qui n'est pas publique, a quand même une mission de service public? Eh bien, là, le procureur de la République a dit, de toute façon, il y a prescription, donc même s'il y avait pu y avoir quelque chose, il est trop tard pour qu'il y ait d'éventuelles poursuites. François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est une décision qui vous paraît justifiée, celle du parquet? Je ne suis pas juriste et je ne vais pas me prononcer sur le point de droit qui est en question. Je crois que les magistrats font leur travail et je n'ai pas la compétence pour commenter cette décision sur le plan du droit. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a vécu une année qui a été marquée par une aspiration profonde des Français à une éthique de leurs dirigeants politiques et que c'est largement à la faveur de cette aspiration qu'Emmanuel Macron a installé le nouveau monde dont il nous parlait. Ce qui est très frappant et ce qui, je dois le dire, me paraît absolument révoltant, c'est que Richard Ferrand, indépendamment de la façon dont on peut qualifier juridiquement les questions qui sont en jeu, étant donné que tous les faits sont avérés et qu'ils ne sont pas démentis, alors même qu'il y a de toute évidence une stratégie d'enrichissement personnel de son foyer, Richard Ferrand ait pu être propulsé
chef du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, sans qu'aucun autre candidat ne se soit présenté, évidemment sur ordre de l'Élysée, et pour sécuriser encore le vote des parlementaires, avec un vote à main levée. C'était quelques jours seulement après l'installation de cette nouvelle majorité. Et de fait, je crois que ce jour-là, les parlementaires du groupe de La République En Marche ont signé leur impuissance politique pour le quinquennat qui venait en admettant qu'ils accepteraient absolument n'importe quoi. Parce que ce qui se joue, c'est effectivement absolument n'importe quoi. J'ai dit pendant la campagne des présidentielles à quel point je trouvais les actes de François Fillon révoltants. Et je l'ai dit alors même que je suis engagé à droite. Je l'ai dit parce que je fais partie de ceux qui aspirent à voir la politique retrouver ses lettres de noblesse et qui aspirent à une exemplarité de nos dirigeants. J'ai du mal à comprendre qu'à la faveur de ce procès public qui a été fait à François Fillon de façon légitime au cours de la campagne, on puisse aujourd'hui se retrouver avec face à nous des élus qui sont aussi engagés dans des affaires de corruption pourtant largement similaires. Éric Ducoutier, êtes-vous aussi sévère ? Ce que dit François-Xavier Bellamy est assez juste en partie, en même temps, moi je trouve assez inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre vie politique, depuis 25 ans, elle est marquée par une succession d'affaires et, à tort ou à raison, le juge de paix de la moralité publique, c'est le magistrat, c'est la justice. Et on a vu des gens condamnés à exécuter leur peine et revenir en politique, des gens qui avaient des soupçons extrêmement lourds, mais où la justice se prononçait avec un non-lieu et y revenait comme si de rien n'était. On peut contester ça, mais au moins c'est la frontière entre ce qui est de la morale et ce qui est de la justice. Et on considère qu'aujourd'hui, c'est le juge, d'une certaine façon, qui dit si un homme politique peut revenir ou pas dans le jeu politique. Et ce qui se passe avec François Ferrand, je pense, moi, que Richard Ferrand, pardon, ou avec François Fillon, comme vous voulez. François Fillon, c'est qu'il y a une dimension morale qui est incontestable. Et aujourd'hui, Richard Ferrand, est-ce qu'il est discrédité? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, le boulet moral de cette affaire restera comme il restera pour un certain nombre d'autres élus. Mais ça vous déplorez ou pas? Qu'on mette de la morale dans la politique, est-ce que ça vous paraît légitime ou est-ce que ça vous paraît déplacé? Ça me paraît absolument légitime qu'il y ait de la morale en politique. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je dis ça, j'ai suivi longtemps les affaires et je pense que c'est indispensable. Et en même temps, il faut bien une barrière, une frontière à ne pas franchir, et c'est le juge qui doit le dire. Vous savez, dans les pays du Nord, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un ministre qui utilise sa carte pour payer ses courses parce qu'elle n'a pas le temps, elle est prise, elle est démissionnée immédiatement. C'est un principe moral et la justice n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas pour ça. Je trouve que c'est assez juste qu'à un moment, il y a la règle et il y a le juge, le procureur ou un autre en tous les cas, qui dit il y a eu franchissement de la ligne rouge ou pas. Et on est obligé de se conformer à ça parce que sinon, on est dans l'application de la morale. Mais où la morale s'applique, me semble-t-il, ce sont les électeurs. C'est qu'il y a un moment, c'est les électeurs qui, oui ou non, disent s'ils sanctionnent moralement Richard Ferrand, François Fillon ou un autre. Benjamin Grand, je le disais, votre spécialité, c'est la réputation, alors plutôt des entreprises, mais est-ce que quand un responsable politique ou une institution d'ailleurs a été mêlé à des affaires, même si la justice dit qu'il faut s'arrêter, le mal est fait en quelque sorte, la trace, la réputation est durablement entachée pour une institution ou une personne? C'est-à-dire qu'il y a le temps de la justice et puis il y a le temps de la prise de décision par les Français. Et finalement, si on regarde l'affaire Ferrand, avec ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que c'est celui qui est probablement le plus critiqué de l'ensemble des députés de La République En Marche. C'est principalement parce qu'il était le chantre finalement d'une certaine moralité et que forcément il est tombé entre le 22 et le 29 mai suite à la révélation du Canard sur son montage financier. On se souvient qu'à l'époque il était ministre, je parle sous votre contrôle Karl, et qu'il a démissionné pour ensuite être nommé président du groupe La République En Marche. Et ce qui est intéressant, c'est que autant on a relevé un pic de messages entre le 22 et le 29 mai, presque 165 000 messages, et qui était majoritairement à tonalité négative, à 35%, autant depuis, finalement, l'affaire est passée. Et si je reprends les 2 dernières semaines, on a à peine 3500 messages qui traitent du sujet Richard Ferrand. Donc là, évidemment, on va assister à un pic parce que la décision de justice, elle est relayée, mais les Français ont déjà pris leur décision et ils ont déjà finalement jugé avant la justice. Et du coup, ils sont passés au sujet suivant. Et ils sont passés au sujet suivant. Karl Meeus, quel peut être l'impact politique de cette affaire?
Le retour de Richard Ferrand au gouvernement. Vous l'avez dit vous-même, il a dû démissionner à la suite de l'affaire, avant même d'être mis en examen. Alors qu'avant, la règle, c'était si un ministre est mis en examen, il démissionne parce que c'est plus simple pour se défendre. Là, dans le cas de Richard Ferrand et dans le cas d'ailleurs de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, c'est avant même qu'il y ait des mises en examen, le simple fait qu'il y ait soupçon et tout ça. Donc ça crée là peut-être une petite difficulté. Donc la logique maintenant serait qu'il puisse revenir au gouvernement. Lui, Est-ce qu'Emmanuel Macron... Ah ben lui, il en meurt d'envie, oui, je peux vous dire que autant il était content de retrouver un rôle politique à la présidence du groupe, autant ce n'est pas ça qui le faisait rêver. Diriger un groupe à l'Assemblée nationale, c'est bien. Diriger le groupe En Marche, c'est compliqué, parce que ces gens-là... les 300 et quelques députés En Marche n'ont pas grand-chose en commun. Il y en a certains qui sont un peu de gauche, d'autres un peu de droite. Difficile de trouver une unité. Et ce n'est pas très valorisant. Revenir au gouvernement, oui, c'est son souhait. Est-ce que ça va être celui d'Emmanuel Macron? Ce n'est pas sûr, parce qu'au fond, là, son gouvernement fonctionne bien. Il a trouvé un certain équilibre. Il y a des ministres qui commencent à émerger. Est-ce qu'il faut refaire tout un petit mécano? Parce qu'on sait très bien comment ça commence. On commence à dire on va faire un léger réaménagement technique, puis on se retrouve finalement à changer plus de choses. Donc est-ce que Emmanuel Macron voudra rentrer dans ce sujet-là? Je pense qu'on aura la réponse dimanche, puisqu'il intervient à la télévision. Je voudrais qu'on revienne, François-Xavier Bellamy, sur cette notion de morale. Est-ce que, dès lors qu'on n'a rien fait d'illégal, il n'est pas légitime que Richard Ferrand puisse revenir au gouvernement? Attention, hein, la base de ce classement sans suite ne consiste pas à affirmer que Richard Ferrand n'a rien fait d'illégal, mais que si des faits illégaux ont été commis, ils sont prescrits de toute façon et que ça ne justifie donc pas l'ouverture d'une information judiciaire. Pas tout. Parce Une que partie, une oui. partie. Sur l'abus de confiance, le parquet dit non. Sur l'escroquerie, le parquet dit non. Sur la prise illégale d'intérêt, où il dit peut-être, une fois, mais rappelons, moi je suis président d'une mission locale qui est un peu comme une mutuelle, alors beaucoup plus petit, mais une association, je fais ça bénévolement. Je n'imagine pas une seule seconde assumer moralement le poids de ce qu'a fait Richard Ferrand. C'est-à-dire, entre 3 options d'achat pour un bien immobilier, monter une SCI spécifiquement portée par sa compagne pour acheter un bien, les parts de la SCI ayant pris, on estime, 3000% de leur valeur après l'opération, entièrement financée par la mutuelle qu'il dirigeait. Je vois mal comment on peut justifier des faits de cette nature d'un point de vue moral. Encore une fois, je ne suis pas juriste, mais je crois que... Mais comme vous êtes professeur de philosophie, ça nous intéresse d'avoir votre avis sur le côté il me semble moral. on le disait à l'instant, il est absolument impossible de dissocier l'exercice politique de la responsabilité morale. Et c'est d'autant plus impossible dans une période de crise profonde où beaucoup de nos concitoyens vont devoir subir des décisions qui vont être éprouvantes pour eux d'un point de vue matériel. Je crois qu'on l'a suffisamment répété pendant la campagne présidentielle et encore une fois à raison. La responsabilité première des responsables politiques est d'être exemplaires dans leur propre gestion des biens publics dont ils ont la charge. Je n'aimerais pas être blanchi en quelque sorte par un communiqué qui dit que la seule question concerne la nature pénale de l'activité. C'est juste, mais la question c'est qui décide de quel moment la morale publique a été franchie. C'est à part les électeurs en démocratie. Le président de la République, parce que c'est le chef de l'État, que c'est une mission symbolique dont il est investi. Le problème, c'est que pendant l'affaire Fillon, Richard Ferrand avait placé l'histoire aussi sur la morale. Vous vous souvenez quand Fillon a eu ses ennuis pendant la campagne présidentielle, Richard Ferrand était un des premiers à dire que moralement, c'était pas bien. C'est ça aussi qui a compliqué son affaire. Moi, j'aurais tendance à croire beaucoup en la responsabilité a priori, mais c'est mon côté naïf et peut-être même enfantin, de croire à la responsabilité de chacun. La responsabilité de l'homme politique, surtout dans un discours où on est censément dans un nouveau monde, avec chacun, parce que là, on voit quoi avec Richard Ferrand? On voit le vieux monde. C'est le vieux monde qui revient. C'est les affaires anciennes. Depuis 25 ans, on a vu tous les uns les autres ici, des hommes, des femmes, surtout des hommes poursuivis par la justice, et puis revenir comme si de rien n'était, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et là, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais croire à la responsabilité de chacun, c'est-à-dire qu'après une affaire, quand bien même le parquet prend une décision juridique qui fait, sinon qui ne blanchit pas, mais en tous les cas qui fait table rase, et bien une sorte d'absence, de discrétion pendant un temps. Donc je crois à la responsabilité de chacun, plus qu'une responsabilité du président de la République. De quel droit, auquel non, c'est très compliqué. Mais à sa place, vous reprendriez Richard Ferrand au gouvernement à la place du président de la République ou non? Vous hésiteriez à 2 fois? Non, je pense que les citoyens ne comprendraient pas là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une espèce de, c'est un peu puéril, mais de délai de décence. Je pense que Richard Ferrand, et pas François Ferrand, devrait s'appliquer une espèce de délai de décence et se faire discret pendant un temps.
on oublie, les affaires s'oublient, elles s'oublient comme d'autres choses. Et je pense que il devrait s'appliquer ça. Et Chantal nous dit, si Richard Ferrand revient en politique, ce serait honteux. Ou s'il revenait en politique pour avoir la concordance des temps. Il n'a pas quitté la politique. J'imagine que Chantal nous parle d'un retour au gouvernement. Au gouvernement, oui. C'est raté pour la discrétion. Il est ce soir sur une chaîne de télévision d'information. Non, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça fait... on parle de nouveau monde, on parle de morale publique. Pendant toute la campagne, on a parlé essentiellement de ça. On a l'impression... Les uns et les autres, on les voit les affaires défiler depuis toutes ces années. On a malgré tout l'impression que rien ne change. Et qu'on a beau tenir des discours à un moment lors d'une campagne électorale, eh bien, on a l'impression que tout se poursuit comme avant, comme il y a 20 ans, comme il y a 10 ans et plus encore. Eh bien, on en saura peut-être un peu plus ce soir, effectivement, avec l'intervention de Richard Ferrand. Je vous propose de nous intéresser à la droite et à Sens commun. Sens commun, vous savez, c'est ce mouvement qui fait partie des Républicains, dont on dit souvent qu'il est l'émanation, si ce n'est juridique, en tout cas intellectuelle et morale, de la Manif pour tous. Le président de Sens commun avait laissé entendre qu'il pourrait y avoir un rapprochement sur le plan des idées avec Marion Maréchal Le Pen, sous la forme d'une plateforme commune. Et puis finalement, il a démenti en disant non, ce n'est pas une main tendue au Front National. Ces déclarations ont semé un certain trouble. Je vous propose d'écouter la réaction de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi, comme nul désormais ne l'ignore plus, candidat à la présidence des Républicains. Il y a eu des propos qui ont été beaucoup trop légers. Un communiqué hier soir qui a été fait pour le rectifier, mais je suis clair, s'il y a le moindre passage à l'acte, ils n'auront plus leur place chez les Républicains. Notre famille a besoin de retrouver de la clarté. Karl Meus, pour la clarté, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Le président de Sens commun, il a parlé trop vite, il a été mal compris? Il a fait une faute de débutant, j'allais dire, une faute politique évidente, mais... Ce qui est le cas, parce que ce n'est pas un professionnel de la politique, Christophe Bilan. Faire cet entretien à ce journal, l'Incorrect, dont on sait qu'il est créé, c'est le numéro 2, il a été créé par des proches de Marion Maréchal Le Pen. Qui sont plutôt favorables à un rapprochement, en tout cas intellectuel, entre certaines idées du Front National et certaines idées de la droite. Il y a à la fois ce qu'il dit et il y a l'endroit aussi où on le dit qui est important. Et il y a le moment. Le faire avant l'élection à la tête des Républicains, dans un contexte où tous ceux qui sont partis des Républicains essayent de diaboliser Laurent Wauquiez, qui répète à longueur de temps sur les chaînes de télévision, de radio et dans les interviews qu'il n'y aura pas d'accord avec le Front National, et malgré ses propos, tous les constructifs essayent de faire croire qu'il l'en fera parce que c'est pas clair et tout ça. Rajouter un élément de doute, c'est provoqué. Et du coup, Laurent Wauquiez n'a pas eu d'autre choix que de dire « non, je n'y vais pas ». Et résultat, d'ailleurs, ils ont annulé leur réunion de dimanche. Tout ça, effectivement, ça montre que ce n'était pas maîtrisé. François-Xavier Bellamy, à votre avis, quelle doit être la feuille de route de la droite? Il faut parler, pas parler au Front National, tendre la main, pas tendre la main? Ce que je crois, c'est que cet épisode un peu désolant, parce qu'objectivement, les problèmes réels de la France sont à bien des égards éloignés de ces enjeux partisans sur lesquels nous nous concentrons de manière démesurée. À ma demande, je m'empresse de le dire. Comment? À ma demande. Oui, je veux dire par là que l'actualité a tourné autour de cette question, alors qu'il y a tellement de choses, me semble-t-il, plus consistantes à traiter. Ce qui me semble, en tous les cas, c'est que cet épisode a au moins un mérite, c'est de démontrer qu'il n'y a absolument rien à attendre de l'illusion d'une union des droites, et pour au moins 2 raisons. D'abord parce que le Front National est en pleine explosion. C'est très étonnant d'espérer quelque chose d'un rapprochement avec... ce serait très étonnant d'espérer quelque chose d'un rapprochement avec ce parti qui, lui aussi, n'a plus de ligne idéologique claire. Et puis deuxièmement, parce que, de fait, Emmanuel Macron a eu le génie, il faut bien le dire, de comprendre que le clivage dont nous héritions était dépassé, et plutôt que de s'embarrasser de ces questions d'appareil, il a choisi d'offrir une perspective politique nouvelle. Il me semble que nous sommes un peu devant le même défi. Je le crois, et j'avais eu l'occasion de l'écrire dans vos colonnes pendant l'entre-deux tours de la présidentielle, qu'il n'y a absolument rien à espérer pour la droite d'un rapprochement avec le Front National, que le Front National ne sera pas notre avenir, ne peut pas l'être, et cet épisode le prouve. Maintenant, ce qui compte, c'est de réinventer une proposition politique qui puisse rassembler une majorité de Français sans se laisser enfermer dans ces histoires d'appareils qui sont, de toute évidence, quoi qu'il arrive, absolument stériles. On peut d'ailleurs préciser que la main tendue était plus
vis-à-vis de Marion Maréchal Le Pen, qui elle-même est sortie de l'appareil, que vis-à-vis du Front National lui-même. Éric Decouty. Oui, moi, si vous me permettez, je répondrai à l'excellent Karl Meeus quand il dit qu'il a fait une faute politique. Moi, je ne crois pas. Si faire de la politique, c'est tenir un discours hypocrite, oui, il a fait une faute. Moi, je crois que finalement, il a dit ce qu'il pense et ce qu'il était, ce qu'il représente. Je pense qu'il est cohérent. La faute, c'est sur le moment, c'est sur l'endroit et le lieu. Je pense même que c'est le bon moment. Je pense que c'est le bon moment. C'est le moment où, finalement, dans un bal de dupes, il dit les choses, il est très cohérent avec lui-même. Et là, je voudrais vous répondre aussi, quand vous parlez des difficultés du Front National et de l'émiettement du Front National, certes, mais la réalité de la droite aujourd'hui, c'est quoi d'autre qu'un émiettement? Elle est où, la droite, dans sa cohérence? On voit bien, à la faveur de cet épisode, à quel point la droite dite classique, elle est partagée, divisée. On a l'impression qu'il y a même des rivières de sang au sein même d'un parti qui est de plus en plus petit, de plus en plus étroit. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être l'enjeu de la disparition de la droite classique. Entre ce mouvement, entre cette partie sens commun de droite, qui a évidemment des relations idéologiques, des points de commun avec une partie du Front National. Pas sur tous les sujets, parce qu'on économie, ils sont très libéraux. Bien sûr qu'il y a surtout. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas la ligne Philippot. Je pense qu'aujourd'hui, la faveur, ce genre de débat, je pense que ça a plus d'intérêt que des enjeux d'appareil, c'est de mettre sur la table le débat des droites. Il n'y a pas une droite, il n'y en a pas deux, il y a des droites aujourd'hui qui se recoupent et ça dépasse le débat idéologique, dépasse largement les frontières anciennes qu'on avait jusqu'à l'élection présidentielle de mai dernier. En tout cas, il y a une stratégie claire qui est celle de Laurent Wauquiez, qui donc est l'un des candidats à la présidence des Républicains. Pour lui, la droite, ça doit être de droite. Il l'a affirmé, il l'a réaffirmé plus exactement, parce que ce n'est pas complètement un scoop, hier dans un meeting à Saint-Max. Saint-Max, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Meurthe-et-Moselle. Il y a un élan qui s'est levé et rien ne nous arrêtera. La droite est de retour. La droite est de retour. Benjamin Grange, et apparemment les sympathisants, les Républicains sont plutôt en phase avec ce positionnement de Laurent Wauquiez. Un sondage Odoxa réalisé pour Dentsu Consulting que vous présidez, Le Figaro et France Info, nous dit que Laurent Wauquiez est l'archi-favori. Archi-favori avec presque 78% des sympathisants Les Républicains qui, s'ils avaient à voter aujourd'hui, voteraient pour lui. Si maintenant on élargit ça à l'ensemble des Français, c'est encore 44%. Et il surclasse l'ensemble de ses concurrents. Florence Portelli ne recueille que 14% et Daniel Fasquelle que 4%. Et en définitive, on voit bien qu'il y a une prime à celui qui est le plus connu, la prime de notoriété. Donc pour revenir au sujet qu'on vient d'aborder, là sur Sens commun, quand on regarde Sens commun sur les réseaux sociaux, ce que les Français en disent, en fait, ils en disent pas grand-chose. Et Sens commun, il y a relativement peu de traces sur les réseaux sociaux. On a connu Sens commun au moment, finalement, c'est François Fillon qui a un peu, à tort, fait connaître Sens commun. Et puis là, on a encore le sujet de Sens commun qui revient. Chaque fois de manière négative, mais avec relativement peu de traces. Donc de toute façon, personne n'a intérêt à parler de Sens commun. Et en premier lieu, Laurent Wauquiez, qui est archi-favori, qui de toute façon n'a qu'un intérêt, c'est ne pas tomber dans le péché d'orgueil, évidemment, parce que l'élection, elle est qu'en décembre, et c'est l'élection des militants et non pas simplement des Français, et surtout de ne prendre aucun risque avec ce qui semble être une victoire assurée. Karl Meeus, oui, la stratégie de Laurent Wauquiez, c'est peut-être de s'inspirer largement des idées de Sens commun, sans pour autant s'afficher... Oui, c'est ça, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Il essaye de se débarrasser d'un sparadrap qu'on lui colle sur l'accord avec le Front National. Et là, il y a Sens commun qui essaye de lui recoller un autre en disant « Mais si, regardez, on va pouvoir faire… » Non, il n'en veut pas, il n'en a pas besoin, comme vous l'avez dit. Il va dérouler sa campagne. Il essaye de ne pas faire l'erreur de François Fillon en 2012, au moment de la conquête des Républicains, qui se disait « Oh là là, les sondages me donnent à peu près d'ailleurs ces chiffres-là, 81%, c'est tranquille, je vais pouvoir ne pas faire campagne. » Et résultat, Jean-François Copé, lui, faisait campagne. Donc, et ils sont arrivés à touche-touche. Ils sont arrivés à touche-touche grâce à peut-être d'autres possibilités. On évoque tout ça. Là, il y aura un vote électronique le 10 décembre. Mais surtout, Laurent Wauquiez fait campagne. Vous savez, il était en Meurthe-et-Moselle. Il va dans tous les départements parce qu'il sait que c'est important de parler aux militants. Alors, si vous permettez, moi, je pense que c'est une stratégie qui va permettre à Laurent Wauquiez de gagner. Mais je pense que cette stratégie-là, elle est suicidaire pour la droite. Parce qu'à force de ne pas évoquer les débats de fond, la droite va se perdre dans l'absence de débat. Il y avait un autre sondage, je crois, cette semaine, chez vous ou ailleurs, je ne sais plus, qui disait que 60% des sympathisants de droite
était pour une solidarité, pour un soutien à l'égard d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que la droite pense. On a des droites qui pensent différemment, mais on n'a pas de discours et de débat, me semble-t-il, sur le fond. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est dramatique. Et tant qu'on ne parlera que des logiques d'appareil, tant qu'on voudra mettre sous le boisseau le débat de fond, eh bien, je pense que la droite se perdra davantage. Entièrement d'accord avec vous sur ce point. Et de fait, la seule question qui se pose, c'est de savoir ce que nous appelons des débats de fond. La question du rapprochement avec le Front National, ça n'est pas vraiment ce que j'appellerais des débats de fond. C'est-à-dire que les vrais débats de fond, c'est qu'est-ce que la droite a à proposer en face de la proposition d'Emmanuel Macron. Et de fait, on voit bien qu'aujourd'hui, la droite est totalement désorientée, déboussolée. Elle a commencé cette crise intérieure avec le passage, à mon sens, du programme des présidentielles au programme des législatives, d'un seul coup en sabrant 50% de sa proposition pour les présidentielles au moment des législatives. Maintenant, la droite ne sait plus ce qu'elle a à offrir. Elle est profondément divisée. Et il me semble qu'elle ne se reconstruira qu'en repartant au fond des choses. Et vous savez ce qu'elle a à offrir, la droite, dès lors qu'Emmanuel Macron fait en gros la politique, en tout cas économique, que la droite avait promise? D'abord, je ne suis pas absolument sûr qu'Emmanuel Macron fasse, contrairement aux idées reçues, la politique que la droite avait promise, y compris sur le plan économique. Et je crois qu'Emmanuel Macron, encore une fois, a eu le mérite de secouer un débat démocratique qui était épuisé, qui était en quelque sorte périmé. Il me semble que ce débat, nous en héritions en quelque sorte depuis le mur de Berlin. Il s'était structuré à l'ombre du clivage Est-Ouest. Et en fait, il ne correspond pas aux enjeux du XXIe siècle. Et face à ces enjeux du XXIe siècle, il y a de grandes questions qui vont émerger. On le voit déjà dans la politique d'Emmanuel Macron. Il y a la question de l'Europe et donc la question de la souveraineté. Et là-dessus, je pense que la droite doit avoir des choses à dire. Il y a la question du rapport au progrès, c'est-à-dire à la science, à la technologie, à l'irruption ou à l'invasion de ces questions dans notre quotidien, dans la médecine, par exemple. Et sur ces sujets-là, il faut absolument que la droite sache se réinventer. Et c'est nécessaire d'abord pour elle, en quelque sorte, mais c'est aussi et surtout nécessaire pour l'équilibre du débat démocratique français. Parce que si la droite n'y parvient pas, le grand danger est que Emmanuel Macron, comme ça semble être malheureusement son rêve, et c'est une faute politique assez grave de sa part, je crois, ne finisse par être isolé avec la bonne gestion au milieu et les extrêmes partout autour, ce qui me paraît être évidemment le symptôme d'une crise démocratique très profonde et non pas une solution pour notre pays. J'ai vu Laurent Wauquiez justement cette semaine, donc ça permet, par rapport à ce qu'il a dit, de donner deux anecdotes pour répondre à ce que disait le président Ducouty. Après l'élection, il sera élu normalement pour 4 ans. Donc là, il va avoir le temps avec l'équipe qu'il va mettre en place pour renouveler un certain nombre d'idées. Je prends juste un exemple, notamment sur l'écologie. Il veut réfléchir à une écologie qui soit de droite, c'est-à-dire qui ne soit pas une écologie punitive avec on augmente les taxes ou on punit ceux qui roulent au diesel, mais on trouve, alors, ce que vous évoquez, avec le progrès, avec d'autres éléments, peut-être là, une conception d'écologie de droite. Sur le social aussi, il prenait l'exemple, l'autre jour, il était à Belfort, il a rencontré des ouvriers d'Alstom, des gens de la CGT, des DU et tout, qui disaient « mais l'autre, de toute façon, il ne nous aime pas ». L'autre, ça ciblait Emmanuel Macron. Donc là, il y a peut-être, pour la droite aussi, à rechercher toutes ces classes populaires, les ouvriers, les salariés des classes populaires, qui ont déserté la droite depuis 2007, alors que c'était des gens qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy. Il y a un discours là à leur faire. Et visiblement, on va voir, on jugera sur pièce, mais Laurent Wauquiez a l'air assez décidé à agir là-dessus. Et Elisabeth Grenat semble être d'accord avec vous, puisqu'elle nous dit « la droite doit être à droite, et c'est tout. C'est ce que nous attendions, sinon pour qui voter ?» Benjamin Grange, encore un mot sur ce sujet. Oui, dans le sondage qu'on a sorti cette semaine, il y avait aussi une question sur l'enjeu, c'est-à-dire sur la manière dont les sympathisants LR et les Français considéraient cette élection des Républicains. 56% aujourd'hui des sympathisants considèrent que c'est un vrai enjeu, car c'est le président du principal parti d'opposition qui sera élu. Et c'est quand même 36% de l'ensemble des Français. C'est pour dire que derrière la question qu'on soulève, il y a toute la question évidemment du débat de fond. Et comme on a, parmi les 4 candidats, 3 d'entre eux qui totalisent 20%
simplement aujourd'hui des intentions de vote, ils auront tout intérêt pour se faire connaître, finalement, à débattre sur le fond d'un certain nombre de sujets. Un, pour accroître leur notoriété, et deuxième chose, pour être sûr qu'ils soient entendus. Parmi ces candidats, il y a Florence Portelli, parmi ces candidats à la présidence des Républicains. Je voudrais vous faire réagir à une déclaration qu'elle a faite ce matin sur France Info. Laurent Wauquiez, donc autre candidat, a refusé de débattre avec Marine Le Pen dans l'émission politique, l'émission de France 2 à laquelle il avait été convié la semaine prochaine. Pour la candidate Florence Portelli, c'est une erreur. Écoutez. Je trouve dommage qu'il n'ait pas voulu débattre face à Marine Le Pen. Qu'avait-il à perdre On a en débattre avec Madame Le Pen. De France 2, en effet. Voilà, qui va venir. Hein, moi, j'y serais allée. Si on m'avait invité, j'y serais allée. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours eu une ligne très très claire. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais été invitée à prendre le café avec ces gens-là. Voilà, l'erreur, c'est pas de débattre avec Marine Le Pen, c'est de ne pas vouloir débattre avec Marine Le Pen. Une réaction là-dessus, Wauquiez a eu raison, il a eu tort? Ah bah, oui, évidemment que c'est une erreur que je ne comprends pas. Il me semblait que c'était... Alors, je n'ai pas entendu ses arguments qui justifient son absence. Il dit que ce n'est pas son calendrier, qu'il a d'autres priorités, qu'il va aller parler aux Français. Je pense que ça... Alors, on peut l'interpréter de différentes façons. On peut l'interpréter comme la peur, justement, à la veille d'une élection, de montrer qu'il y a trop de passerelles possibles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette absence aujourd'hui. Il me semblait que Marine Le Pen était considérée par l'ensemble de la classe politique comme faisant partie de l'arc républicain et qu'on débattait avec elle, qu'on pro deuxième tour d'élection présidentielle et dans les débats de la première. Je ne comprends pas la stratégie de Laurent Wauquiez. Ou alors je la comprends trop bien. Je vous propose mes camarades ne réagissent pas, non, ils n'ont pas d'avis. Non, François-Xavier Bellamy nous parlait tout à l'heure des sujets de fond, des sujets de société. Il y a un beau sujet, sous les apparences un peu techniques, c'est les allocations familiales. Vous savez que le principe, c'est que les allocations familiales, elles sont universelles, c'est-à-dire qu'on les touche en fonction du nombre d'enfants que l'on a, indépendamment de ses revenus. François Hollande, en 2015, est déjà revenu en partie sur cette universalité. En gros, plus vous étiez riche, moins vous touchez d'allocations. Aujourd'hui, la question qui se pose au sein de la majorité, c'est est-ce qu'on les supprime ou non pour les riches? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui est contre. Et c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il l'a dit ce matin sur Europe 1 et ça m'intéressera d'avoir votre réaction une fois qu'on l'aura écouté. Nous, on est attachés au principe d'universalité. Je crois qu'il faut, quand on veut, pour une raison simple, hein, pas simplement pour les aides qui peuvent parfois paraître dérisoires au regard des revenus des uns et des autres, on est dans un système de solidarité, si vous voulez, des systèmes collectifs. On a décidé ensemble d'avoir des droits parce qu'on s'assure mutuellement. Et si on commence à mettre des brèches dans le fait que certains pourraient payer mais ne pas bénéficier de cette universalité ou de ces droits, eh bien, vous verrez qu'à un moment donné, ces mêmes personnes diront « moi, j'arrête de jouer ». Je vois des regards approbateurs, notamment chez vous, Éric Decourcy. Oui, moi je suis absolument d'accord. Alors je trouve ça insensé même qu'on ait pu l'envisager. Je trouve que le principe de l'universalité, ce que dit Laurent Berger, est parfaitement juste. À partir du moment où on les corne, où on les corche, les cornes, c'est fini. Donc, mais il me semble que la question est réglée. Si j'ai bien compris, le groupe La République En Marche a décidé de s'opposer à l'éventuel amendement. J'espère que ce sera... On veut dire qu'il y a un parlementaire qui a été nommé et qui va rendre ses conclusions en décembre. Matignon a commandé un rapport, donc c'est reculé pour mieux sauter. D'autant qu'on sait qu'à Bercy, il y a Bruno Le Maire qui est très favorable, depuis longtemps à cette suppression. Sur justement l'argument de dire, moi j'en ai pas besoin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les hauts revenus, c'est quoi? C'est 60 € par enfant. Ça dépend du nombre d'enfants. Si vous avez deux enfants et que vous gagnez plus de 7 487 €, il vous reste 32 € d'allocation. Vous savez, loin de l'universalité. Au tout début, je ne veux pas parler trop longtemps, mais au début, on parlait de la morale. Il y a des principes. Et je pense que notre système, il fonctionne autour de principes là qui sont actés. Et je pense qu'il y a des principes auxquels on ne touche pas. Benjamin Grand, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux? Alors, on en dit majoritairement deux choses. La première, c'est que le point finalement de cette universalité et du fait que les plus aisés n'auraient plus droit à ce type de système, c'est très bien accepté. Tout le monde le comprend. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si on regarde finalement ce que l'on en dit dans les 7 derniers jours, c'est pour vous donner le niveau d'intérêt que la population y porte, on peut noter 443 000 messages sur allocation familiale dans les 7 derniers jours, c'est-à-dire rien, et 15 000 sur les forums, c'est-à-dire très faible. Donc en d'autres termes, les Français sont passés à autre chose. On en a parlé peut-être il y a 15 jours ou 3 semaines quand il y avait eu ce débat. Maintenant, ils sont passés à autre chose. Voilà, Marc, c'est sympa de casser comme ça les sujets qui n'intéressent pas les Français. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Je sais bien que c'est pas ce que vous pensez. On a raison de s'y intéresser. En fait,
vous avez raison de remettre le sujet sur la table. Merci beaucoup, vous me rassurez. François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que vous dites aux Français qui disent oh, c'est pas un sujet, les riches n'ont pas besoin de ça? On peut comprendre que des gens réagissent comme ça, mais en réalité, il se joue quelque chose, je suis d'accord avec vous, du point de vue des principes qui est extrêmement décisif. La politique familiale en France a été conçue pour être une politique familiale et non pas une politique sociale. C'est-à-dire que les allocations familiales ne correspondent pas à l'exercice d'une solidarité envers les plus démunis. Il y a d'autres dispositifs qui existent pour ça. La politique familiale a pour but d'accompagner toutes les familles dans l'accompagnement de leurs enfants qui, on le sait, représente un effort important en termes de temps et en termes de budget pour de très nombreux foyers. Et donc c'est une façon pour la société de manifester sa présence aux côtés de ceux qui assurent son avenir. Et je crois que si on revenait sur le principe d'universalité des allocations familiales, en réalité, on ferait changer de sens la signification même. On basculerait dans une politique d'une autre nature. Et là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de ces débats de fond sur lesquels peut se reconstruire le clivage démocratique. Là, je crois qu'il y a une vraie ligne de fracture. Emmanuel Macron, on l'a montré pendant la campagne, considère que l'horizon de la politique, c'est l'émancipation de l'individu, à travers des mesures comme l'individualisation de l'impôt sur le revenu, qui est toujours aussi dans l'air, à travers une vision finalement très, très individualiste des parcours et des itinéraires personnels. Emmanuel Macron, qui poursuit en cela l'œuvre de François Hollande, est en train de détricoter l'idée même de cette construction familiale sur laquelle, je crois, il faut que aussi bien des gens comme Laurent Berger ou des gens qui sont issus de la gauche que d'autres personnes qui sont issues de la droite puissent se mobiliser pour faire savoir que la société est plus qu'une juxtaposition d'individus et que les liens qui unissent les personnes, notamment dans la constitution d'une famille, méritent d'être reconnus par la société et d'être accompagnés par elle. Et ce qui se joue en fait dans ce débat sur les allocations familiales touche vraiment à une vision globale de la société et c'est une bifurcation assez décisive dans laquelle nous sommes placés. Et en même temps, Karl Mayus, si j'étais au pouvoir, je me dirais, pour faire passer la pilule du démantèlement de l'ISF et de la baisse de l'impôt sur le capital considérés comme des cadeaux aux riches, eh ben, je supprime l'universalité des allocations familiales. De toute façon, les gens concernés feront beaucoup plus d'économies d'impôts, ont beaucoup plus à gagner avec ma politique qu'ils ont à perdre avec la suppression des des c'est un moyen de montrer que je ne suis pas le président des riches, tel qu'on m'a collé cette étiquette depuis le début du quinquennat. Et donc, au fond, montrer que je touche là aux riches, ce qu'a montré d'ailleurs un article du Figaro aussi, en montrant qu'il y avait 5 millions de personnes aisées qui vont être touchées. Ça permet de rééquilibrer un petit peu politiquement sa majorité. En même temps, il faut faire très attention parce qu'on parle des riches et vous citiez tout à l'heure des niveaux de revenus qui sont très élevés. Mais en réalité, ceux qui risquent d'être touchés par une mesure de cette nature, c'est encore la classe moyenne. Celle qui va payer la taxe d'habitation, les 2 premiers déciles qui vont continuer de payer la taxe d'habitation, qui subissent eux aussi la hausse de la CSG et qui ne bénéficient pas des politiques de redistribution. Et donc là, on se retrouve aussi devant une injustice fiscale et sociale qui est de plus en plus grande et qui risque de briser le consensus ou le consentement à la participation à la solidarité. Et c'est ce que disait Laurent Berger très justement. Cette classe moyenne qui fait effectivement l'objet de la couverture de la une du Figaro quotidien de ce matin, parce qu'elle n'est pas assez riche pour supporter la suppression, pour profiter plutôt du démantèlement de l'ISF, mais trop riche pour profiter d'un certain nombre de baisses d'impôts. Éric Ducoutier avait un autre argument chez Laurent Berger qui était de dire attention, c'est le consentement à l'impôt qui risque de disparaître si les allocations sont toujours pour les mêmes. Bien sûr, je pense que c'est en ce sens qu'on disait que c'est des principes. C'est extrêmement dangereux. Je pense que le fait que les gens... C'est bien que vous en parliez, c'est bien que nous débattions de ce sujet-là, parce que je trouve que les enjeux, au-delà de la symbolique, de la petite politique, vous avez raison, Karl, de souligner qu'il y a une dimension politicienne, de base politique en quelque sorte, de dire regardez, on va prendre aux riches. Je pense que les enjeux autour de cette question-là sont beaucoup plus lourds que ce qu'on veut bien laisser entendre. Et que, effectivement, ce sont des principes qui peuvent être écornés, et l'adhésion à l'impôt en fait partie. Je vous soumets une réaction sur les réseaux sociaux de Daniel Sicot sur notre site internet, plus exactement. Doit-on continuer à mener une politique fiscale et des aides aussi généreuses alors qu'on nous prédit pour les années à venir une natalité explosive et que cette politique entraîne chez certains un moyen supplémentaire d'arrondir les fins de mois sans se préoccuper de l'avenir de leurs enfants? Ben voilà, je laisse cette remarque à votre réflexion. Et je vous propose de passer à un dernier sujet qui va sûrement nous valoir un grand nombre de protestations pas totalement injustifiées. Il s'agit de l'égalité homme-femme et de la parité. Ce plateau ce soir n'est pas très paritaire. Pour tout vous dire, il était prévu qu'on ait une femme parmi nous, mais ce n'est pas parce qu'il y a 5 hommes autour de cette table qu'on n'a pas le droit de parler de ce sujet. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a présenté avec sa collègue
Madame Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, j'y suis parvenu, un guide de l'égalité homme-femme dans les TPE-PME. Et page 24 de ce guide, il y a cette recommandation, usez du féminin et du masculin dans vos discours, à l'oral comme à l'écrit, chaque fois que vous parlez de personnes, pour que chacun et chacune puisse se sentir concerné, point E. Par votre passage, dites les clientes et les clients, les agentes et les agents. Vous pouvez simplifier, merci beaucoup. Les clientes.es, les agents.es, les professionnels.es de la restauration. Éric de Coutty, c'est un gadget, ce genre de proposition, ou ce qu'on appelle l'écriture inclusive, c'est un progrès? Que dire? Que dire? Je vais vous dire, je trouve ça profondément dérisoire. Il y a des vrais sujets sur le traitement fait aux femmes aujourd'hui. Il y a des vrais sujets aux États-Unis qui touchent l'ensemble de la société. Je pense que la place des femmes est un vrai sujet. Aux producteurs d'Hollywood. Voilà. Je pense qu'il y a des vrais sujets. C'est un vrai sujet, la place des femmes dans la société. Je pense que l'écriture inclusive, mais je vais peut-être me faire tomber dessus par tous mes camarades, je trouve ça assez dérisoire. Benjamin Grange, ça aussi c'est un sujet dont les gens parlent peu. En fait, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et on le voit à un élément qui est la popularité des différents ministres sur la toile. On s'aperçoit que le troisième ministre dont on parle le plus, c'est Marlène Schiappa, juste après Édouard Philippe et Gérard Collomb. Et à travers ça, comme dans son portefeuille, c'est l'égalité homme-femme, évidemment, c'est un sujet qui amène beaucoup de choses. Alors pour rebondir sur ce que vous évoquez sur l'écriture inclusive, il y a aussi un deuxième sujet, c'est finalement l'égalité de traitement médiatique. Alors si on prend un sujet qui est, par exemple, la nomination du Conseil national du numérique, on nous dit ce ne sera pas un président, ce sera une présidente. Est-ce que véritablement présenté comme ça, c'est valorisant? On aurait pu plutôt évoquer les critères sur lesquels ce choix se fait, évoquer le parcours des candidats ou des candidates. Bref, je ne pense pas que ça aurait été un homme, on aurait parlé de la même manière. Et donc, à travers ça, je trouve que, voilà, ne jouons pas du gadget, essayons de travailler vraiment dans le fond et d'avoir une vraie logique valorisante du sujet. François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que le professeur en prépa littéraire pense de l'écriture inclusive? C'est un sujet qui peut paraître effectivement dérisoire ou anecdotique, mais qui, à mon avis, l'est beaucoup moins qu'on ne pourrait l'imaginer, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, ce type de rapport au langage est toujours le symptôme d'une forme d'idéologie. C'est-à-dire que... On donne juste un exemple. Hein. On écrira à l'avenir les étudiants.es, diplômés.es en littérature. Je vous ai interrompu, pardon. En fait, derrière ça, derrière ce type de mesures et derrière les injonctions qui sont faites d'utiliser des graphies qui d'ailleurs ne sont pas aujourd'hui les graphies normales de l'orthographe française telles que l'admet l'Académie française par exemple, derrière cette injonction, il y a l'idée qu'on va transformer le monde par le langage. C'est-à-dire que la transformation du rapport au mot va finir par changer les mentalités. Et donc il y a une forme un regard très manipulateur sur les consciences, l'idée étant d'imposer une transformation des représentations du monde à travers la langue. Alors ce qui est problématique dans cette inquiétude que l'orthographe inclusive porte avec elle, c'est un soupçon permanent sur l'inégalité, comme si au fond il fallait arracher de la langue tout ce qui pourrait rester un soupçon d'inégalité. Cela étant dit, cette inégalité fait l'objet d'une attention très asymétrique, parce que je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de sujets qui touchent aux violences qui sont faites aux femmes aujourd'hui. Je le dis comme enseignant, dans beaucoup de nos établissements scolaires, il y a une très grande souffrance vécue par les jeunes filles à cause de ce que, précisément, malheureusement, des cultures populaires qui sont accessibles à des jeunes qui ont d'autres problèmes d'orthographe que ceux qu'on est en train de discuter aujourd'hui, peuvent véhiculer avec eux. Ces souffrances que beaucoup de jeunes filles portent ne seront pas traitées par ce type de réforme. En revanche, ce qui nous est instillé progressivement, c'est l'idée qu'il faudrait arracher de notre culture tout ce qui pourrait introduire une forme de différenciation, de distinction, et ça n'est qu'une étape, d'autres étapes suivront, jusqu'à une espèce de folie, parce qu'en réalité, la langue porte avec elle, la culture dans sa globalité porte avec elle la distinction du masculin et du féminin. Je voudrais prendre un autre exemple qui est très éloigné, c'est la polémique récente que Jean-Luc Mélenchon a lancée sur le drapeau européen. Et on se dit, le drapeau européen porte avec lui une symbolique religieuse. Donc il faudrait arracher cette symbolique religieuse. Parce qu'il y a un drapeau bleu, couleur de la Sainte Vierge, avec les 12 étoiles,
qu'on met parfois autour de la Vierge dans ces représentations. C'est ça le... Et donc, il s'agit de transformer la culture pour changer le monde, mais en fait, cette révolte contre la culture ne s'arrête nulle part. Il n'y a pas de point d'arrêt. On n'aura jamais fini de défaire tout ce qui pourrait paraître vecteur. On va aussi enlever le blanc du drapeau bleu-blanc-rouge parce qu'il rappelle la monarchie. Et même le bleu et le rouge, parce que le bleu et le rouge sont Sainte-Geneviève et Saint-Martin. Donc oui, on en vient à une forme. Le rouge, c'est le manteau de Saint-Martin. Là, je crois qu'on devrait être capable de dire travaillons pour changer nos comportements en vue d'une véritable justice entre les hommes et les femmes. Et il y a beaucoup à faire sur le sujet. Et il faudrait que notre indignation ne soit pas à géométrie variable. Mais en revanche, ne tentons pas de faire évoluer la société par des manipulations langagières. Laissons le langage se transformer et vivre sa propre vie au gré de ces transformations que la société admettra. C'est un peu comme si, quand on veut traiter le problème du racisme, on ne dit plus qu'il y a des gens qui sont noirs ou maghrébins, on dit issus de la diversité, une sorte de stratégie d'évitement des sujets par le langage. Oui, moi j'ai l'impression, suivant ce que vous dites, que le langage, est-ce qu'il évolue parce qu'il y a une décision politique ? Non, j'ai lu le formidable livre d'Isabelle Monin sur Mistral qui parle comment est-ce que les années 70, le langage a évolué parce qu'on a commencé à dire des gros mots. Mais le langage, je parle au professeur la question, il évolue parce qu'on le fait évoluer. Est-ce qu'il évolue parce qu'il y a une décision politique qui décide ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression que le langage puisse évoluer comme ça. C'est nous qui le faisons évoluer. Il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire soit on admet que la société vive sa propre vie et que c'est soit dans le foisonnement des interactions que le langage se transforme et qu'il exprime la réalité du monde que nous voulons créer, soit on considère au contraire, mais il me semble qu'il y a là un geste qui est en fait intrinsèquement totalitaire, qu'il faut que le politique centralise une décision qui, en passant par le langage, change notre rapport au réel. Et là, pour le coup, il y a quelque chose de potentiellement très dangereux qui nous rappelle la novlangue orwellienne, si vous voulez. Je ne dis pas par là que le gouvernement d'Emmanuel Macron soit totalitaire dans son essence, mais il y a là une tentation qui me paraît très grave parce que, au lieu de respecter cette maturation propre de la société et de faire en sorte que nos comportements puissent tendre vers la justice, on prétend changer notre rapport au réel par la médiation du langage. Karl Mayus, on l'a vu chez Emmanuel Macron, cette tentation, quand il dit toutes et tous. Est-ce que c'est un, je n'ose pas dire un tic de langage, parce que ce serait désobligeant, mais est-ce que c'est une habitude qui gagne la classe politique ? J'ai pas l'impression qu'à droite, on ait repris ce tic de langage-là d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que dans le texte, vous savez, les deux ministres disent « pour simplifier ». Mais quand vous voyez la façon dont c'est écrit, vous ne voyez pas du tout la simplification. Étudiant.e.s, je mets au défi les enfants dans les écoles ou les lycéens de trouver que c'est plus simple que d'écrire avant les étudiants. Et je ne crois pas que les filles se sentaient moins impliquées à ce moment-là. Effectivement, on transforme le langage en une espèce de morse, c'est un petit peu surprenant. C'est surtout que les enjeux sur la violence faite aux femmes ne sont pas là. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il y a d'autres enjeux qui méritent d'être débattus et d'être combattus. Oui, vous savez que là, on est un petit peu peut-être effectivement dans la quintessence du politiquement correct. Et quand Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, se plaint qu'il n'y ait pas assez de femmes parmi les prix Nobel de l'économie, est-ce que ça vous paraît une protestation justifiée? Vous aggravez votre cas, messieurs. Permettez-moi de vous le dire. En fait, ce qui est en jeu de manière vraiment décisive, c'est le fait que chacun dans notre société, dans nos sociétés, puisse avoir accès au destin qu'il se choisit. Ça, pour le coup, ça me paraît fondamental et je crois que de ce point de vue-là, nous avons des préoccupations majeures à porter concernant la refondation de notre école parce qu'aujourd'hui, notre école est devenue terriblement inégalitaire et elle est à l'origine d'une profonde injustice sociale. Faire en sorte que chaque enfant puisse accéder au destin qu'il se choisit, ça, pour le coup, oui, d'une façon certaine, ce devrait être notre objectif commun. Maintenant, ce qui est derrière cette désolation, c'est peut-être aussi autre chose. La question est, faudrait-il que, pour que nous considérions que les femmes sont enfin libérées, chacun se dirige de façon identique vers toutes les voies ou toutes les formations ou toutes les carrières possibles? Pour le coup, la question qui est posée derrière cette expression, c'est la question que portent les études de genre. Qu'y a-t-il de culturel, qu'y a-t-il peut-être de naturel dans la diversité de nos attentions, de nos curiosités, de nos envies, de nos talents? Ça, pour le coup, il me semble qu'à titre personnel, nous avons suffisamment appris et heureusement à nous réjouir de la diversité pour tenter de l'écraser, là encore, par une forme d'obligation qui serait faite, en particulier aux femmes, d'adopter désormais des carrières qui étaient jusque-là considérées comme structurellement masculines. Ben merci beaucoup, messieurs. L'intelligence de vos réponses prouve que ce sujet n'était pas aussi anecdotique qu'il y paraissait. Merci à tous les quatre. Nous nous retrouvons lundi prochain pour un prochain point de vue
toujours sur Figaro Live, même heure, même endroit. Et surtout, restez connectés. Dans quelques minutes, le président des États-Unis, Donald Trump, va rendre son verdict sur l'accord que les États-Unis avaient signé, mais c'était son prédécesseur Barack Obama. L'accord historique censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Cette décision est extrêmement attendue. Elle peut avoir un impact considérable sur les tensions éventuelles dans les relations internationales. Tout de suite, vous allez retrouver le décryptage d'Isabelle Lasserre, qui est spécialiste de ces questions au Figaro, dans le Focus du jour avec Ariane Lecoeur. Merci beaucoup. À lundi.